Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Je me présente, je suis Isabelle Bartuccio, assistante de coordination et chargée de communication au réseau de santé périnatale parisien. La thématique du jour est contact cutané, cosmétique et textile. C'est le troisième webinaire d'une série qui a lieu depuis juin 2022. Il est destiné aux professionnels et organisé par le groupe de travail santé environnementale du RSPP, dont font partie Aminata Niakate et Sandra Caserio, qui va se présenter. Bonjour, moi je suis donc Sandra Caserio, puéricultrice et coordinatrice de l'espace parentel sur l'hôpital Trousseau, Tenon et Pitié-Salpêtrière. Je travaille au sein du réseau donc sur la thématique santé environnementale et nous vous proposons aujourd'hui voilà, ce webinaire grâce à Eleni, donc notre intervenante d'aujourd'hui. Merci Sandra. Alors, vous trouverez dans le chat que j'ai mis plusieurs liens déjà. Vous aurez les deux premiers webinaires qui sont accessibles en replay. Ensuite, il y a aussi le lien du questionnaire et aussi la prochaine date du webinaire avec la fiche qui correspond. Alors, mettez bien vos questions dans les petites bulles questions afin que nous puissions y répondre en fin du webinaire. Ce sera beaucoup plus simple si tout est rassemblé ici. Je vous présente à présent notre intervenante de ce webinaire, Madame Eleni Ravière. Elle est ingénieure chimiste, formatrice et consultante en santé environnementale, co-directrice de Agence Environnement et Santé, qui forme les professionnels de la santé et de la petite enfance aux enjeux de la santé environnementale et qui accompagne les collectivités dans leur lutte contre les perturbateurs endocriniens. Militante engagée pour un monde plus sain et un mode de vie durable, pour info, au début de sa vie professionnelle, Eleni a travaillé dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique. À vous, Eleni. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour l'invitation et pour la présentation. Je vais partager mon écran en espérant que ça fonctionne bien. J'ai oublié de vous demander si les PowerPoint étaient transmis. Moi, j'ai pas de problème à ce que ça soit diffusé. Donc, D'accord, alors il n'y a pas de souci. Oui, ils l'auront en replay. Voilà, hein, et dans le mail, je leur enverrai un mail où on pourra leur mettre tous les éléments que j'ai mis dans le sur réponse. Enfin, je vais leur remettre s'ils n'ont pas le lien. C'est là. Voilà. Vous voyez bien mon écran? Oui, oui. Très bien, merci. Ok, super. Du coup, donc le sujet d'aujourd'hui, je suis partie du principe, juste une petite parenthèse avant de commencer, je suis partie du principe que donc, tout le monde savait à peu près ici ce qu'est un perturbateur endocrinien, son mode de fonctionnement, où est-ce qu'on les trouve, pourquoi est-ce qu'il y a une sensibilité particulière, une vulnérabilité particulière pour le jeune enfant et la femme enceinte. Puisque ce n'est pas le premier webinaire sur le sujet. Toutefois, s'il y a encore des questions là-dessus, on pourra très bien évidemment en reparler lors du temps d'échange en fin de présentation. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler des contacts cutanés, et notamment via les cosmétiques et les textiles. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, quand on parle d'exposition aux toxiques de l'environnement, on pense très simplement et spontanément à ce qu'on ingère, à ce qu'on respire depuis quelque temps, notamment depuis le Covid, on pense un peu plus qualité de l'air, mais on pense assez rarement à l'exposition via la peau. Pourtant, la voie cutanée est aussi une voie d'exposition aux toxiques de l'environnement. Donc, la peau est un organe perméable et certaines substances qu'on rencontre dans notre environnement peuvent traverser cette barrière cutanée. Donc, ça passe notamment par les produits cosmétiques, ce qui peut paraître assez logique, ce qu'on applique finalement directement sur notre peau. Mais ça peut aussi passer par les produits d'entretien qui sont utilisés, qui vont se déposer sur les surfaces autour de nous, puis ensuite on les touche. Alors, notamment les bébés qui passent beaucoup de temps au sol, donc à toucher finalement les produits d'entretien qui sont utilisés, notamment s'ils ne sont pas rincés. Ça passe aussi par les textiles, donc on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Et ça passe aussi par finalement tout ce qu'on peut retrouver dans l'air intérieur, que ce soit les produits d'entretien ou d'autres substances qui se retrouvent dans l'air et qui vont aussi se déposer sur notre peau.
Il y a une problématique un peu plus importante chez le nouveau-né, puisque la fonction barrière de la peau est encore incomplète lorsque l'enfant naît, notamment, enfin, même s'il naît à terme, c'est encore plus le cas chez un prématuré. Parce qu'en fait, même si la physiologie de la peau est à peu près la même que chez un adulte, on a à peu près les mêmes couches en fait, de peau chez un bébé né à terme que chez un adulte, mais en revanche, cette peau, elle est beaucoup plus fine. Elle se déshydrate plus facilement, elle est plus sensible aux agressions extérieures et tous les mécanismes d'élimination ne sont pas encore totalement développés, pas encore totalement mis en place. Donc finalement, ce qu'on va appliquer sur la peau d'un bébé peut encore plus facilement que pour celle d'un adulte pénétrer. Alors, tout ne pénètre pas, mais en tout cas, il y a un risque plus important chez les bébés. Et enfin, une spécificité des bébés qu'on retrouve aussi sur d'autres sujets, les bébés ont une surface de peau qui est plus importante que celle d'un adulte rapportée à leur poids corporel. Donc ça, on le retrouve aussi dans la nourriture. Un enfant boit plus qu'un adulte rapporté à son poids. Il respire plus d'air aussi qu'un adulte. Voilà. Donc en tout cas, on sait aujourd'hui qu'il faut faire particulièrement attention aux produits cosmétiques qu'on va utiliser chez le jeune enfant. Alors, qu'est-ce qu'un produit cosmétique? On va commencer par parler des cosmétiques. Je vous fais cadeau de la définition, officielle, mais je fais souvent cet exercice quand même de poser la question de qu'est-ce qu'un produit cosmétique et qu'est-ce qui n'en est pas un, puisque on confond souvent les produits cosmétiques avec certains dispositifs médicaux, même avec certains médicaments parfois, ou avec ce qu'on peut appeler produits d'hygiène. Et alors, certains sont des produits cosmétiques, d'autres non. Voilà, mais pour donner des exemples très parlants, un produit cosmétique, ça va être principalement un produit lavant, donc par exemple un savon, un gel lavant, un shampoing, une lotion, une eau micellaire, tout ce qui va être lingette aussi, donc les lingettes imprégnées, les lingettes pour le siège du bébé, les lingettes démaquillantes, les lingettes je sais pas, désodorantes aussi. Pas les lingettes pour nettoyer les toilettes, celles-ci, ce sont des produits d'entretien. On trouve aussi tout ce qui est produits de soins, donc les crèmes hydratantes, crèmes apaisantes, crèmes pour le siège, le liniment, les déodorants, certains produits pour l'hygiène dentaire. Donc là, on peut retrouver le dentifrice, le bain de bouche aussi, mais certains produits peuvent être plutôt dans les dispositifs médicaux. Donc là, on est voilà, sur un produit qui peut se retrouver un peu dans plusieurs catégories et du coup, pas forcément être soumis à la même réglementation. On trouve les produits solaires dans les cosmétiques, on trouve le maquillage, les produits capillaires, les produits pour les ongles, les parfums et tous les dérivés parfumés. Une des grosses problématiques qu'on a aujourd'hui avec les produits cosmétiques, c'est qu'il y a trop de produits qui sont utilisés et qu'il y a trop d'ingrédients dans chacun de ces produits. Donc une petite étude du laboratoire de l'Université de Bretagne-Ouest, une femme enceinte utilise en moyenne 18 produits cosmétiques. Donc, quand on sait qu'il y a à peu près une vingtaine d'ingrédients en moyenne dans un produit cosmétique, 20 x 18, j'aurais dû faire le calcul avant, 360, ça fait 360 ingrédients appliqués chaque jour sur la peau pour une femme enceinte. Et encore, c'est complètement sous-estimé puisqu'on sait qu'il y a certains de ces produits qui vont être utilisés plusieurs fois dans la journée. Et donc, on augmente considérablement le nombre d'ingrédients qu'on applique sur sa peau chaque jour. Donc pour un bébé, ce n'est pas 18, c'est un petit peu moins, on est sur entre 7 et 10 produits appliqués chaque jour sur un bébé. Mais même là encore, certains de ces produits sont appliqués plusieurs fois, parfois sur des peaux irritées, sur des peaux qui ne sont pas forcément en très très bon état par moment, notamment au niveau du siège. Donc on peut se poser vraiment la question de tous ces ingrédients, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'ils sont vraiment sans risque pour nous et est-ce qu'ils ne vont pas, pour certains, traverser la barrière de la peau? Alors, donc je vous ai dit, les produits cosmétiques sont soumis à une réglementation qui est une réglementation européenne. Elle a été, enfin, la dernière réglementation sous laquelle on est encore aujourd'hui, elle date de 2013. Je le précise parce qu'elle est à la fois récente, sans l'être plus trop non plus, mais enfin, elle reste récente. Et toutes les informations que vous pouvez trouver qui dateraient d'avant cette date ne sont plus forcément d'actualité sur les produits cosmétiques. Donc, si vous cherchez des informations, si vous trouvez des informations, vérifiez quand même la date de parution de ces infos, puisqu'il y a eu beaucoup de changements en 2013.
On a vraiment reconsidéré les choses. Maintenant, malgré tout, cette réglementation, alors on dit que c'est la plus exigeante parmi toutes les réglementations cosmétiques dans le monde, et c'est vraiment le cas. Pour autant, elle est vraiment insuffisante. On retrouve encore des ingrédients qui sont fortement controversés. Pour certains, on est vraiment on les soupçonne d'avoir des effets néfastes. Hein. Vous les avez à l'écran, mais je vais en parler. Pour certains, on les soupçonne juste. Pour d'autres, on commence à avoir quand même un certain nombre de preuves qui nous font dire qu'il faudrait vraiment les limiter, voire les interdire. Donc, parmi ces ingrédients, on retrouve certains ingrédients avec un effet perturbateur endocrinien ou des effets toxiques à long terme. Là, on est vraiment sur la grosse problématique du produit cosmétique parce qu'en fait, alors, contrairement aux médicaments, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché pour un produit cosmétique. En revanche, il y a quand même un certain nombre d'informations à apporter par l'industriel qui propose un produit. Et il y a dans ces informations une obligation quand même de prouver l'innocuité du produit, mais on est sur une toxicologie, donc une étude de la formule qui est proposée par un toxicologue qui est complétée par un patch test souvent, donc quand la formule est un peu plus avancée, quand on a déjà fait la première phase de développement du produit, on teste en fait ce produit avec une application sous patch occlusif sur la peau et on vérifie au bout de 48 heures ce qu'il en est. On est encore dans un modèle de toxicologie classique, on va dire, un peu à l'ancienne, où on est sur des effets à court terme ou alors sur des effets avec des très fortes doses. On n'est pas encore très franchement sur l'idée de la petite dose avec des contacts répétés, des applications répétées, à certains moments de la vie où on est peut-être plus sensible, notamment aux effets des perturbateurs endocriniens. Là, on n'en est pas encore là au niveau de l'analyse des produits cosmétiques. Pas que pour les produits cosmétiques d'ailleurs, mais enfin, comme on parle de ça, je le précise à ce moment-là, mais on a vraiment ce problème sur la toxicologie de manière générale aujourd'hui, sur les perturbateurs endocriniens. On a aussi, malheureusement, beaucoup d'ingrédients allergisants dans nos produits cosmétiques, même s'il y a une liste des ingrédients qu'on considère être allergisants, une liste officielle qui est réglementée. Quand on a certains de ces ingrédients qui sont soit mis volontairement, soit présents de façon involontaire dans le produit, ces ingrédients sont cités dans la liste des ingrédients du produit cosmétique. Pour autant, il y a des ingrédients qui ne sont pas dans cette fameuse liste réglementée et qu'on sait aujourd'hui être à l'origine de fortes allergies. On en parlera aussi tout à l'heure. On retrouve aussi des ingrédients qui sont irritants. Donc là, c'est peut-être un petit peu moins dérangeant. Mais voilà, on sait aussi qu'on a tendance à utiliser des ingrédients qui peuvent être irritants pour la peau et notamment des ingrédients tensioactifs, ceux qui servent à laver, qui peuvent être irritants, ou dans le maquillage, beaucoup d'irritation oculaire, par exemple, en utilisant beaucoup de produits de maquillage pour les yeux. Et on retrouve aussi des ingrédients qui sont polluants. Donc, comme par exemple tous les microplastiques qu'on peut utiliser, il y a beaucoup d'ingrédients qui sont considérés comme des microplastiques dans nos produits cosmétiques aujourd'hui. Et ces ingrédients, ils finissent leur vie dans nos effluents et ils finissent par polluer finalement la faune et la flore. Alors, quelques exemples à éviter. J'ai vraiment fait le choix d'en mettre assez peu. Il y a plusieurs milliers d'ingrédients cosmétiques qui sont utilisés aujourd'hui. Donc, c'est très difficile. On ne peut pas faire une liste exhaustive de ce qu'il faut éviter, interdire, ou voilà. Donc, je vous ai mis quelques exemples. C'est plutôt pour vous donner un aperçu de certaines substances qui sont controversées et qu'on sait être controversées. On verra tout à l'heure comment est-ce qu'on peut éviter finalement ces pires substances assez facilement.
Donc, dans les ingrédients les plus controversés, il y a tout ce qui est ingrédients pétrochimiques, donc les huiles et cires minérales. Donc, on dit minérales, mais ce n'est pas issu de la terre, enfin, quoique si, c'est issu du pétrole, mais elle s'appelle comme ça, huile et cires minérales, avec notamment pétrolatum, mineral oil, paraffinum liquidum, cera microcristallina ozokerite. Enfin, voilà, c'est des exemples que je vous ai mis, ce n'est pas forcément la peine de les connaître, mais ce qu'il faut, c'est savoir que ces ingrédients pétrochimiques, ils sont fortement controversés parce qu'ils sont très, très souvent pollués avec des résidus d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, donc des HAP, qui sont en fait des petits résidus qui proviennent du pétrole, hein, de leur vie d'avant, et qui sont aujourd'hui, on le sait, les HAP sont des perturbateurs endocriniens. Donc, même s'ils sont à l'état de trace, quand on les utilise tous les jours, et notamment sur un bébé ou sur une femme enceinte, on peut se poser la question du risque auquel est exposée cette population. Il y a des tensioactifs irritants aussi qu'on aime bien éviter, tout ce qui est ammonium, sodium lauryl sulfate, ammonium et sodium laureth sulfate. On sait aujourd'hui les remplacer par des alternatives qui sont bien mieux supportées. Malheureusement, elles sont aussi beaucoup plus chères. Donc, c'est un petit peu difficile pour les industriels de faire un peu le changement, on va dire. Mais ça tend à changer. Je trouve qu'il y a quand même de plus en plus d'industriels qui font l'effort de choisir des tensioactifs qui sont moins irritants, comme tout ce qui s'appelle glucoside, cocoglucoside, décylglucoside, laurylglucoside, voilà, ou les glutamates. Dans les conservateurs controversés, on va retrouver les fameux parabènes, qu'on retrouve aussi en très grosse quantité dans les médicaments. Hein. Tous les sirops, tous les médicaments liquides sont conservés au parabène aujourd'hui, mais on en trouve encore un petit peu dans les produits cosmétiques. Enfin, ils sont tellement faits parler d'eux qu'on les a vraiment évincés. On retrouve en revanche encore beaucoup le phénoxyéthanol qui est très controversé et qui d'ailleurs a mis un petit peu en guerre l'ANSES en France contre l'Europe sur son autorisation ou son interdiction dans les produits cosmétiques non rincés pour bébés. Pour l'instant, il est toujours autorisé, mais voilà, on le soupçonne d'avoir quand même des effets, notamment perturbateurs endocriniens et neurotoxiques et hépatotoxiques. Donc, la question se pose aussi de l'éviter dans les produits pour bébés. Dans les conservateurs aussi qui sont fortement controversés, on a toute la famille des thiazolinones. Donc ça, c'est un peu le gros mot, mais je trouve que s'il y en a un à retenir, c'est peut-être celui-là. Tout ce qui est méthylisothiazolinone, méthylchloroisothiazolinone. Alors c'est un petit peu barbare, mais enfin en général, quand vous l'avez lu une fois ou deux, vous allez savoir le retrouver un peu partout. Ce conservateur, il a été utilisé pour remplacer justement les parabènes et le phénoxyéthanol parce qu'il faisait trop parler d'eux. Sauf qu'en fait, on s'est retrouvé quasiment du jour au lendemain avec tous nos produits cosmétiques qui contenaient ces conservateurs et on s'est rendu compte qu'une très forte partie de la population s'est retrouvée allergique à cette famille de conservateurs avec des réactions cutanées assez fortes, mais aussi des réactions respiratoires face à l'utilisation massive en fait, de ces conservateurs. Donc aujourd'hui, les méthylisothiazolinones et les méthylchloroisothiazolinones sont interdites dans les produits non rincés, donc vous ne les trouverez pas, mais on en trouve encore un petit peu dans les produits rincés, notamment les gels douche ou les produits aussi qui ne sont pas des produits cosmétiques, on en trouve aussi beaucoup dans les lessives, on en trouve beaucoup dans les liquides vaisselle, et il y a une vraie problématique avec ça, puisque du coup on y est exposé malgré tout, même si aujourd'hui ils sont interdits dans les produits cosmétiques non rincés. Alors, je vous ai cité aussi la chlorphénézine, mais enfin, il y a vraiment beaucoup de conservateurs aussi qui sont controversés. On retrouve aussi 2 antioxydants qui sont soupçonnés d'être perturbateurs endocriniens et ou cancérigènes, donc le BHA et le BHT. Je vous fais cadeau de leur petit nom chimique. Ces 2 conservateurs, je les cite parce qu'on les retrouvait beaucoup, on les retrouve encore un peu dans les produits gras qui sont antioxydants, donc notamment dans tout ce qui est huile et corps gras. Alors je pense aux mères allaitantes, on les trouve souvent pour tous les produits qui permettent d'éviter les crevasses et les gerçures sur les mamelons lors de l'allaitement. Voilà, ils sont quand même couramment utilisés encore maintenant, peut-être un petit peu moins que quand j'ai accouché de mon premier enfant, mais enfin en tout cas on les retrouve encore dans certains produits pour l'allaitement. Or, étant soupçonné d'être perturbateur endocrinien, on n'a pas forcément envie qu'un nouveau-né puisse mettre ça à la bouche plusieurs fois par jour.
Et enfin, il y a les ingrédients parfumés qui souvent du coup sont accompagnés de leurs allergènes de parfum, qui posent aussi question et qui font aussi débat. Donc on peut les retrouver sous l'appellation parfum, fragrance, aroma, un petit peu moins souvent, c'est souvent plutôt parfum. Et puis les allergènes qui les accompagnent, qui sont très souvent présents naturellement en fait, dans les huiles essentielles qui sont utilisées et qu'on retrouve sous les noms limonène, linalol, géraniol, génol, enfin il y en a beaucoup aussi. Ceux-là, là, les derniers, limonène, linalol, géraniol, vous les trouvez toujours parce qu'ils font partie des fameux allergènes réglementés. Alors, je reviendrai un tout petit peu sur la question des allergènes parfumés tout à l'heure, mais quand même rapidement sur ces ingrédients parfumés. Ils posent question à plusieurs égards. Déjà parce que en fait, ce sont très souvent des substances qui peuvent avoir un effet perturbateur endocrinien. Dans un parfum, on utilise aussi des substances qui sont phéromones ou qui rappellent un petit peu certaines des hormones humaines et qui ont un intérêt de par cet effet-là. Donc, se pose la question de la perturbation hormonale liée à l'exposition à ces parfums. Mais il y a aussi, et notamment du coup chez la femme enceinte, le jeune parent ou tout professionnel qui travaille auprès d'enfants, l'exposition en fait d'un bébé à des substances parfumées qui ne seraient pas finalement la peau de sa maman, la peau de son papa, et qui viendraient un petit peu perturber quelque part la reconnaissance olfactive de l'enfant envers son parent, qui est quand même, on le sait aujourd'hui, très importante pour un nourrisson. Alors, je tenais aussi à préciser, puisque quand je parle avec des professionnels de santé ou avec des jeunes parents, on me dit souvent « Oui, mais si j'achète mon produit cosmétique en pharmacie, c'est pas pareil qu'en supermarché. Ou si je l'achète dans un magasin bio, c'est pas pareil que si je l'achète chez Sephora ou autre. » Faudrait que je cite d'autres marques, on s'en fiche. Alors, en fait, il y a une seule réglementation cosmétique aujourd'hui, donc que vous achetiez votre produit cosmétique, et donc je précise bien un produit cosmétique et pas un médicament ou un dispositif médical, si vous l'achetez en pharmacie, si vous l'achetez en supermarché, si vous l'achetez sur Internet, si vous l'achetez en magasin bio, magasin spécialisé, peu importe, ils sont soumis à la même réglementation et donc aux mêmes exigences. Donc finalement, la qualité, elle va plutôt venir du bon vouloir de l'industriel, de ce qu'a envie de faire ou pas la marque qui commercialise son produit, et d'autres informations qu'on verra juste après, elle ne vient pas nécessairement de l'endroit où vous allez l'acheter. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi bon à savoir, c'est qu'un produit qui n'est pas très cher ou un produit qui est très cher ne veulent pas forcément dire que le produit n'est pas de bonne qualité ou au contraire qu'il est de très bonne qualité. Un autre point qui n'est pas gage de qualité, ce sont les allégations qu'on peut retrouver sur un produit cosmétique, et notamment tout ce qui va être les petites annotations de type hypoallergénique, testé sous contrôle pédiatrique, testé sous contrôle dermatologique. Sur ces informations-là, ce qu'il faut savoir, donc sur ces allégations, faut savoir qu'elles sont réglementées, donc il y a quand même une obligation, quand on appose ce genre d'informations sur un produit cosmétique, on doit quand même prouver on doit prouver ce qu'on dit. Mais en fait, les preuves à apporter ne sont pas forcément celles qu'on pourrait attendre, nous, consommateurs. Quand on voit hypoallergénique, par exemple, ça veut tout simplement dire que le produit a été formulé sans avoir un de ces fameux ingrédients allergisants qui sont réglementés. Donc, il y a une liste de 26 ingrédients allergisants qui sont réglementés aujourd'hui. S'il n'y a pas ces 26 ingrédients, on peut apposer hypoallergénique, alors qu'en réalité, potentiellement, le produit va contenir des tensioactifs irritants, ou va contenir des parfums qui peuvent quand même être allergisants, ou il va contenir des conservateurs qui sont irritants. Voilà, donc ce n'est pas parce que c'est marqué hypoallergénique qu'on va se dire c'est forcément fait pour une peau atopique ou pour une peau qui fait de l'eczéma. Enfin voilà, c'est pas forcément gage de qualité. Idem pour tout ce qui est testé sous contrôle pédiatrique, testé sous contrôle dermatologique. Donc là, en fait, c'est tout simplement quand on va tester le produit, on le teste souvent sous patch occlusif, le fameux patch test, et on vérifie ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a une irritation ou pas de la peau? Est-ce qu'il y a une rougeur ou pas? Et en fait, l'idée du contrôle pédiatrique ou du contrôle dermatologique, c'est juste de dire que pendant cette phase de test, et notamment lorsqu'on va retirer le patch,
il y aura un pédiatre ou un dermatologue qui sera présent à ce moment-là. Mais ça ne change rien en fait au résultat qu'on va avoir d'une éventuelle irritation ou d'une éventuelle allergie. Et en plus de ça, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on est sur une réaction allergique ou sur une irritation qui est assez forte lors de ces tests, le produit en général ne passe pas la phase de commercialisation en l'état. Donc voilà, encore une fois, pas forcément gage de quoi que ce soit. Alors, en revanche, et pour nous, c'est ce qui semble être l'indication la plus simple finalement à suivre pour pouvoir faire ses achats ou pour pouvoir conseiller un produit cosmétique plutôt qu'un autre, c'est la présence de labels environnementaux fiables, parce que donc, on va avoir des vrais labels. Ceux-là que je vous ai mis en dessous sont proposés par l'ADEME, vous pouvez les retrouver sur le site de l'ADEME. Les labels environnementaux, ils permettent en fait d'avoir une certification par un organisme indépendant comme quoi le produit proposé répond aux exigences d'un cahier des charges qui est transparent, qui est consultable en ligne par tout le monde et qui très souvent sur ces labels-là vont interdire un certain nombre d'ingrédients. Et en général, parmi ces ingrédients, il y a les plus controversés. Donc là, les labels que je vous ai proposés en dessous, donc le Cosmos Organique Standard qui est proposé par EcoCert, mais qu'on trouve aussi avec la charte Cosmébio, donc les deux premiers sur la gauche, Nature et Progrès, Natrou ou encore Qualité France, imposent en fait des ingrédients biologiques, jusqu'à un certain pourcentage, mais ils imposent des ingrédients biologiques, ils imposent des ingrédients d'origine naturelle en très forte majorité. Il y a quelques ingrédients qui sont d'origine synthétique et qui sont autorisés par ces labels, mais il y en a vraiment très peu et en général, c'est plutôt pour la conservation du produit et ils sont quand même contrôlés, ils sont quand même vérifiés. Donc, c'est des labels en fait qui vous permettent d'éviter la plupart des ingrédients que je vous ai cités sur la slide précédente. Pas tout, puisque du coup, on peut quand même retrouver les parfums et notamment les allergènes des huiles essentielles. Et on peut retrouver aussi certains tensioactifs qui peuvent être irritants et qu'on retrouve, qui sont autorisés en bio aujourd'hui. Mais en tout cas, on évite les conservateurs les plus allergisants, on évite les conservateurs soupçonnés d'être perturbateurs endocriniens, on évite tout ce qui est issu de la pétrochimie, en fait, est interdit, hormis quelques conservateurs, comme je vous disais, mais pas ceux que je vous ai cités au-dessus. Donc, comme tout le monde n'est pas chimiste, et comme aller faire ses courses avec une loupe et avec... alors, pourquoi pas, d'ailleurs, utiliser aussi une application on peut en reparler tout à l'heure si vous voulez, j'en ai pas parlé. Mais bon, voilà, faire ses courses avec à chaque fois son téléphone pour scanner ou alors sa loupe pour vérifier tous les ingrédients et puis se dire, mais ça, je sais pas ce que c'est, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Voilà, le fait d'avoir un de ces labels sur vos produits, sur les produits que vous voulez choisir ou que vous voulez conseiller, c'est quand même une facilité, on va dire, pour faire votre choix. Alors, malgré tout, comment faire ses choix pour un produit cosmétique ou que conseiller, au-delà de l'aspect du label, la première vraie question pour moi à se poser, déjà, c'est quelle est l'utilité de ce produit? Est-ce que réellement j'en ai besoin? Est-ce que réellement mon bébé en a besoin? Parce qu'on l'a dit, on utilise trop de produits et on ne sait pas toutes ces substances cumulées, toutes ces substances aussi qui potentiellement vont réagir les unes avec les autres. On ne sait pas quelles sont leurs conséquences pour la santé. Donc, moins c'est mieux finalement. Utiliser moins de produits avec le moins d'ingrédients possibles et avec le moins d'applications possibles par jour. C'est quand même la première chose à se dire. Donc, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et si oui, je limite l'utilisation. On conseille aussi de bannir les formats aérosols, puisque du coup, ça va être inhalé. Donc, les aérosols, c'est pire que les sprays, mais les sprays, on doit aussi les éviter, puisqu'on se retrouve aussi avec des gouttelettes dans l'air. Enfin, les aérosols, c'est ceux qui sont sous forme... donc, c'est ceux qui sont pchités avec un gaz propulseur. Hein. Donc, ça va être les déodorants, par exemple, sous forme d'aérosol. Ça va être les lacs, ce genre de produits, ou même parfois les shampoings secs. Là, on respire ça. Donc, on n'est même pas sur le contact cutané. Mais enfin, en tout cas, dans le choix des produits cosmétiques, il faudrait vraiment bannir les aérosols et limiter l'utilisation des sprays, de privilégier plutôt les formats solides et liquides.
Et enfin, de porter aussi une attention particulière aux produits qui sont non rincés, puisque ce sont ceux qui vont rester sur la peau, et de porter une attention particulière aux peaux lorsqu'elles sont abîmées, puisque qui dit une peau abîmée dit une peau qui ouvre sa porte encore plus en grand à certaines molécules susceptibles de passer la barrière. Pour ce qui est plus exactement des bébés, je m'arrache un petit peu les cheveux parce qu'on se rend quand même vraiment compte qu'il y a trop de produits proposés pour les bébés et trop de produits qui sont utilisés du coup pour les bébés. Le parent pense bien faire en allant acheter toute la gamme de telle ou telle marque parce que voilà, il faut un produit pour les cheveux, un produit pour le corps, un produit pour les mains, un produit pour les pieds, un produit pour le visage, alors que bon, clairement, on n'est pas du tout dans ce niveau d'utilité pour un bébé. Ce qu'on conseille en tout cas, c'est d'éviter et de limiter les lingettes. On peut très bien les remplacer par un simple gant avec de l'eau ou un coton avec du liniment. On en reparlera tout à l'heure. Les eaux nettoyantes, les eaux micellaires. Alors ça aussi, c'est un peu la grande mode, mais c'est quand même une grosse catastrophe au niveau de la peau parce qu'en fait, on est sur des eaux qui contiennent un tensioactif pour les faire un petit peu mousser ou en tout cas pour qu'elles puissent nettoyer. Et elles contiennent aussi souvent un parfum. Et le problème, c'est que ces eaux nettoyantes ou micellaires, elles ne sont pas destinées à être rincées. Elles sont destinées à être utilisées sur un coton et à rester finalement sur la peau. Donc là, on est aussi face à des potentielles réactions d'irritation ou d'allergie avec ces produits qui restent sur la peau toute la journée. Alors, la catastrophe, c'est les eaux de toilette ou les parfums pour bébé. Là, voilà, il n'y a même pas de négociation possible. Ces produits devraient être interdits. Et il faut aussi être vigilant aux produits qui ne sont pas clairement destinés aux bébés. Parce que, alors peut-être, on travaille aussi beaucoup avec des collectivités, donc on est amené à le voir, mais souvent, on peut trouver, notamment dans les collectivités, des produits qui sont utilisés pour les enfants et pour leur laver les mains, pour leur laver le siège, alors que ce ne sont absolument pas des produits destinés aux enfants. Donc, il faut quand même être vigilant aussi là-dessus, puisqu'il y a une réglementation qui est plus contraignante pour les produits destinés aux 0-3 ans, alors que pour les adultes, on est un petit peu moins regardant, notamment sur certains ingrédients qui sont interdits dans les produits pour bébés. On peut préférer et privilégier un savon sur gras saponifié à froid. Alors, chaque fois quand je dis ça, on me regarde avec des yeux genre « mais où est-ce que je vais trouver ça ?» Un savon sur gras saponifié à froid pour la toilette. En fait, c'est tout simplement un savon, ce qu'il y a de plus simple, avec une huile qui est saponifiée. Alors, si vous le prenez bio, en plus, donc avec un des labels que je vous ai montré tout à l'heure, vous vous assurez de l'absence des ingrédients controversés. Il faut le prendre sans huile essentielle, c'est ce qu'il y a de mieux aussi. Et puis alors ce savon, il lave le bébé de la tête aux pieds, pour pas dire qu'il lave toute la famille, mais enfin au moins il lave bébé de la tête aux pieds, y compris pour le change, y compris ses petits cheveux, voilà. Un liniment oléocalcaire pour aider au change. Donc, je sais que le liniment est controversé. On peut en rediscuter tout à l'heure. Moi, j'ai ma position sur la question. Le liniment, c'est de l'huile, de l'eau de chaud, éventuellement 1 ou 2 ingrédients pour stabiliser le tout, mais c'est surtout pas 15 ou 20 ingrédients comme on peut trouver sur le marché aujourd'hui. En général, un bon liniment, il a entre 3 et 5 ingrédients. Donc le liniment, moi je préconise de l'utiliser éventuellement pour aider au moment du change. Ça ne remplace pas un lavage à l'eau et au savon à minima 1 fois par jour, et c'est à ne surtout pas utiliser sur une peau lésée. Donc quand il y a un début d'érythème, on ne l'utilise plus puisqu'en fait il va venir piquer ou aggraver l'érythème. C'est plutôt pour éviter, pour protéger la peau en fait et éviter l'arrivée d'un érythème, puisque du coup il y a du gras, hein, il y a une huile végétale qui est utilisée dans le liniment. Ça permet de déposer un film un petit peu gras sur les fesses du bébé et de le protéger des futures urines et des selles qui peuvent arriver. Une huile ou un beurre végétal pour nourrir la peau. Donc là aussi, pour moi, un bébé ne devrait pas avoir de crème hydratante avec 15 ingrédients à l'intérieur, puisque après, s'il réagit mal, on ne sait même pas à quoi est-ce qu'il réagit mal. Si on utilise une huile ou un beurre végétal, en général, ce qu'on préconise, c'est si la maman elle aimait bien utiliser déjà une huile ou un beurre, on peut garder le même pour le bébé. En fait, il y a assez peu de risques d'allergie dans ce sens. Après, s'il y a une allergie qui est connue ou si on se rend compte qu'il y a une mauvaise réaction, évidemment, on change d'huile ou de beurre.
mais le beurre de karité, l'huile de coco ou même ce qu'on peut trouver dans la cuisine, des fois, ça fait très bien l'affaire, de préférence bio, évidemment. Et enfin, s'orienter vers des produits sans parfum, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure. On évite vraiment les parfums pour leurs réactions allergiques et puis parce qu'on n'a pas besoin de parfumer un bébé. Un bébé, ça ne pue pas. Sauf sinon, ça veut dire qu'il a la couche pleine et qu'il est temps de lui changer sa couche. Quelques points de vigilance pour la grossesse et l'allaitement. Bannir clairement les aérosols. Donc ça aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui va être déodorant en aérosol, lac, shampoing sec, c'est respirer, c'est inhaler et du coup, ça passe beaucoup plus facilement dans l'organisme. Tout ce qui va être coloration et décoloration capillaire chimique et de manière générale, tous les produits qu'on peut mettre dans les cheveux chez le coiffeur. Quand on est enceinte, on essaye d'éviter ça au maximum. Et quand on allaite aussi, on sait que ce sont des substances pareil, qui vont être inhalées ou qui vont quand même passer assez rapidement dans le sang. Et les produits dépilatoires chimiques aussi, puisqu'on est vraiment sur des produits assez costauds. Donc ça, c'est à bannir au maximum. En tout cas, on essaye de préconiser d'éviter tout ça, quoi. Et limiter, éviter tout ce qui va être vernis à ongles et dissolvant. Alors là, je sais que ça peut être très difficile, parce qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui mettent du vernis à ongles. Alors, un vernis à ongles écologique, ça n'existe pas. Donc, même les fameux vernis qu'on peut trouver aujourd'hui qui sont soi-disant mieux, ils sont peut-être un peu moins pires que ce qu'on pouvait trouver avant, mais enfin, ça reste des ingrédients qui vont réagir entre eux pour créer une pellicule plastifiée sur votre ongle. Vous avez besoin d'un dissolvant pour casser cette pellicule plastifiée et pouvoir retirer le vernis. Donc, clairement, on n'est pas sur un produit ni écologique, ni sans risque pour la santé. Et alors, si en plus on est sur des anciennes formules ou des formules qu'on trouve encore aujourd'hui avec certaines substances, par exemple anti-UV comme la benzophénone qu'on retrouve beaucoup dans les vernis à ongles, on a des études aujourd'hui qui montrent que la benzophénone, quand on s'applique du vernis à ongles, on la retrouve dans l'urine de la personne qui a mis son vernis à peine 1 heure après avoir posé le vernis. Et la benzophénone est un perturbateur endocrinien. Bonne nouvelle. Et enfin, tout ce qui va être parfum et produits dérivés, donc à limiter aussi pendant la grossesse et pendant l'allaitement. Si on peut s'en passer, c'est même encore mieux. Alors, voilà pour les produits cosmétiques. Et pour parler un petit peu des couches quand même, puisqu'on est sur cosmétiques et textiles. Donc, les couches, on n'est pas sur un produit cosmétique, on est sur un produit d'hygiène. Typiquement, ce n'est pas un produit cosmétique. Donc, il n'y a pas de réglementation aujourd'hui pour les couches. Et c'est un vrai problème qu'il n'y ait pas de réglementation parce que les études qui ont été menées sur ces 5 dernières années mettent bien en avant que les couches qu'on propose à nos bébés sont bourrées en fait, de substances plus ou moins controversées et dont certaines sont vraiment indésirables. Une couche, c'est surtout du plastique et un absorbant à l'intérieur qui est lui-même souvent issu de la pétrochimie. Donc, on n'est pas sur un produit très sain déjà de base. Mais c'est difficile d'avoir des alternatives, hein, hormis se mettre aux couches lavables. On peut essayer, on peut le préconiser. Mais si on veut rester sur du jetable, la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est déjà, encore une fois, de s'orienter vers des labels environnementaux. Donc, on trouve l'écolabel européen sur certaines couches. On trouve le Nordic Ecolabel, Nordic Swan Ecolabel, le signe blanc. On peut trouver le label GOTS, qui est en fait le label du coton bio. Donc ça va être pour la partie textile de la couche, ou Ecotex aussi pour la partie textile de la couche. Alors franchement, ces deux-là, je les ai mis, mais c'est très dur de trouver des couches avec ces deux labels. En revanche, ces deux labels-là, l'écolabel européen et le Nordic Swan Ecolabel, on les trouve quand même assez facilement aujourd'hui en supermarché. On n'est pas forcément obligé d'aller vers des marques, vers des magasins bio, pardon. On les trouve en supermarché et ça permet quand même d'avoir une exigence plus importante que sur des marques qui n'auraient pas ces labels-là. Petite précision sur l'écolabel européen, là, le premier, c'est un label qui est vraiment pas assez exigeant à mon goût pour beaucoup de produits, et notamment pour les produits cosmétiques, il est vraiment pas assez exigeant. En revanche, sur les couches, toutes ne l'ont pas. Et là, pour le coup, on va dire que de l'avoir, c'est une étape supplémentaire quand même et gage quand même d'un effort supplémentaire de la part du fabricant.
Et enfin, il faut chercher les mentions 0% de lotion, 0% de parfum. Encore une fois, une couche n'a pas besoin d'être parfumée. Une couche n'a pas besoin de contenir une lotion, d'être imprégnée par une lotion. Quand elle pue, c'est qu'il faut la changer. Donc, il n'y a pas besoin que ça sente je ne sais pas quoi. Et le TCF, la mention TCF, Totally Chlorine Free, qui veut dire que ça n'a pas été blanchi au chlore et qu'il n'y a pas donc de chlore dans le produit. Et donc, comme je vous disais, pourquoi pas tester les couches lavables éventuellement, peut être proposé. Alors, j'espère que je suis dans le timing. Il me reste un petit quart d'heure. Je vais essayer de faire vite, mais pas trop vite quand même, pour parler des tissus. Et puis, on m'avait demandé de parler un petit peu des nanoparticules. Alors, j'ai mis une petite slide dessus. J'espère que j'aurai le temps de la faire. Donc, les tissus. Donc là aussi, se pose la question de notre exposition finalement aux substances indésirables qui pourraient finalement se retrouver sur notre peau au travers des textiles qu'on rencontre dans notre vie. Donc ça va être quoi? Ça va être les vêtements, ça va être les jouets en tissu, ça va être le linge de maison, mais aussi le matériel de puériculture. Et donc il y a deux sources pour les polluants textiles, enfin deux sources principales. Il y a les tissus. Donc est-ce que c'est un tissu synthétique? Est-ce qu'il y a une décoration, une sérigraphie dessus? Et ça va être aussi les traitements appliqués lors de la fabrication. Donc, ça va être le tissu, hein, donc ce qu'est ce textile, et est-ce qu'il a été traité lors de sa fabrication. Donc, notamment, la grosse catastrophe des sérigraphies me fait hurler parce qu'on a beaucoup de vêtements pour enfants qui ont un espèce de petits dessins plastifiés dessus. Et donc, ces dessins plastifiés, on sait aujourd'hui qu'ils contiennent des phtalates et que les phtalates, pour la plupart, et notamment ceux qui sont utilisés pour plastifier les sérigraphies, sont des perturbateurs endocriniens. On retrouve aussi tous ces vêtements avec des paillettes, des glitters, des strass, ce genre de choses où en fait on est sur des microplastiques qui vont être inhalés, qui vont se retrouver dans l'environnement, qui peuvent être mangés aussi si l'enfant mâchouille un peu son vêtement. Donc ça aussi, on n'est pas super fan de ce genre de paillettes et de décoration. Se pose aussi la question des colorants qui sont utilisés sur les vêtements, notamment sur les vêtements ou sur le linge de maison. On sait que certains colorants peuvent avoir des résidus de métaux lourds ou des résidus toxiques de manière générale aussi, et contiennent souvent des substances qui peuvent être allergisantes. C'est encore plus le cas, pour le coup, si on fait le choix de vêtements ou de linge d'entrée de gamme ou bas de gamme, en fait. Clairement, là, on va être sur des exigences moindres de la part du fabricant, et on se retrouve avec un vêtement qu'on va laver 4-5 fois et qui va encore relarguer sa couleur au bout de 4 ou 5 lavages. Ben, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il en est finalement quand l'enfant porte ce vêtement toute la journée ou dort dans ses draps pendant de très nombreuses heures quand il est bébé, s'il veut bien dormir ailleurs que sur ses parents. Et enfin, on a aussi tout ce qui va être donc traitement, avec notamment les après-imperméabilisants, donc qui sont souvent en PVC ou en polyuréthane, un petit peu moins dérangeant pour le polyuréthane, qui est très problématique lors de sa fabrication, mais qui ensuite pose moins soucis. En revanche, les après-imperméabilisants en PVC, ils contiennent aussi des phtalates et on sait qu'ils peuvent être perturbateurs endocriniens. Donc là, on est sur tout ce qui va être vêtements de pluie ou même les poussettes, les cosy sont souvent imperméabilisés en fait avec du coup ce genre de produit. Donc je vous explique juste après ce qu'on peut faire. Et enfin, il y a aussi la question des vêtements anti-UV. Donc si j'ai le temps de vous parler des solaires, j'en parlerai. Je vais essayer de le faire rapidement à la fin. Vous avez le temps, Elénie, puisque d'accord. Je savais plus. C'est un quart d'heure pour les échanges, donc tranquille. C'est parfait. Ok. Moi, j'ai encore 4-5 slides quand même, mais oui, d'accord. Oui. Ça marche, merci, parce que il me faut une gardienne du temps. Oui, il n'y a pas de souci. Ça marche. Du coup, donc, les vêtements anti-UV sont en fait traités aux nanoparticules de dioxyde de titane. Donc, en fait, on met des nanoparticules de dioxyde de titane entre les fibres de ces vêtements, souvent des fibres polyester, qui permettent de réfléchir les rayons UV. Et donc, je vous en parle juste après. Alors, quels conseils pour limiter notre exposition aux substances toxiques via les textiles? Le premier qui paraît le plus évident, c'est de privilégier les tissus naturels, donc tout ce qui va être en coton, en lin, en laine, en chanvre.
d'éviter les coloris foncés et de préférer les tissus clairs, donc pour les raisons que je vous ai citées tout à l'heure, parce qu'en fait, on retrouve dans ces colorants des résidus toxiques ou on peut avoir un certain nombre de réactions allergiques aussi en étant en contact avec ces colorants. Parfois, c'est le colorant, parfois, c'est le mordant, enfin, les produits qui sont utilisés pour faire tenir le colorant. Donc, voilà, ce n'est pas forcément le meilleur choix possible. Quand on utilise un tissu clair, on a moins de risques finalement. Bannir les sérigraphies, les décorations plastifiées, donc ça, comme je vous disais, hein, qui sont plastifiées avec des phtalates, en fait, enfin qu'on retrouve des phtalates dedans, souvent c'est du PVC, et de préférer tout ce qui va être brodé ou cousu, en fait. Hein. On peut très bien avoir des vêtements avec des pièces cousues ou des impressions qui sont directement dans le tissu, en fait, et pas apposées par-dessus. Éviter les tissus imperméabilisés, hein, donc comme je disais tout à l'heure, souvent c'est avec du PVC, ou alors ça peut être aussi traité au perfluoré, donc ça c'est ce qu'on retrouve notamment sur les chaussures en tissu, ou tout ce qui va être cosy poussette, on peut être sur un traitement au perfluoré, et là toutes les molécules perfluorées sont des perturbateurs endocriniens, et en plus elles sont bioaccumulables, c'est une vraie question environnementale aujourd'hui, une vraie problématique de pollution environnementale aux molécules perfluorées qu'on retrouve, le fameux téflon par exemple, c'est une molécule perfluorée. Voilà, donc là on en utilise beaucoup et c'est difficile de savoir qu'un produit a été traité avec ces molécules-là parce que ce n'est précisé nulle part. Donc en général, quand quelque chose est dit imperméable alors que vous avez l'impression que c'est en tissu et pas du tout plastifié, vous pouvez quasiment être sûr que c'est traité au perfluoré. Donc là aussi, on peut faire le choix de labels fiables, comme par exemple le Cotex ou le GOTS. Le Cotex, aujourd'hui, il s'est quand même bien démocratisé au niveau des textiles pour enfants. Donc, on le retrouve dans beaucoup de vêtements pour enfants ou dans du linge de maison aussi hein, pour enfants. Il est vraiment pas difficile à trouver, même en supermarché, si vous voulez acheter je sais pas, un draous pour bébé en supermarché, vous pouvez trouver aujourd'hui des draous avec le label Ecotex assez facilement. Il n'est pas parfait ce label, mais il permet quand même il interdit en fait un certain nombre de traitements sur le produit, ce qui fait que voilà, on est quand même sur des textiles qui sont moins traités que ce qu'ils pourraient être quand il n'y a pas ce label-là. L'idéal pour les textiles, c'est clairement de faire le choix de produits de seconde main qui ont du coup déjà été lavés, déjà usés, où la plupart des substances utilisées finalement se sont déjà envolées, ont été contaminées l'enfant qui les a portées avant, mais du coup pas le prochain. Donc voilà, pourquoi pas aller vers le seconde main. En plus, c'est à la mode, ça se prête bien et on trouve partout. Je vois Sandra que je vous fais rigoler, c'est bien. Comme je ne vois que vous. Oh, c'est l'essentiel. En tout cas, voilà, le seconde main, c'est quand même, en tout cas sur les textiles, c'est une bonne solution. Et puis, de toujours laver en fait les articles neufs avant utilisation. Alors, j'ai précisé en faisant attention au choix de la lessive. J'ai pas eu le temps de parler de la lessive aujourd'hui, c'était pas totalement mon sujet, mais avec grand plaisir pour revenir parler de lessive à un autre moment, si vous voulez. Voilà, en fait, le fait de laver les articles quand ils sont neufs, ça permet quand même du coup de se débarrasser, hein, encore une fois, d'un certain nombre de substances qui peuvent être là, qui peuvent être restées après fabrication. Et quand on ne peut pas laver, faire le choix d'aérer en fait les textiles qui ne sont pas lavables ou qui sont difficiles à laver. Donc, je pense notamment aux tapis, tout ce qui va être poussette, cosy. Alors, je sais que parfois, ils sont déhoussables, mais c'est un peu compliqué. Et puis, en général, on a d'autres choses à faire que de déhousser entièrement sa poussette quand on va bientôt accoucher. Si déjà, on peut la laisser s'aérer pendant un mois, ça serait vraiment l'idéal. On peut aussi passer une petite éponge dessus, tout simplement. Enfin, tout ce qui permet en fait de retirer tous les résidus qui sont posés dessus, ça sera une bonne chose de faite. Et donc voilà pour les textiles. Et je vais vous parler des nanoparticules, parce que c'était dans le... quand j'avais parlé avec Aminata, m'avait dit que ça serait bien aussi de parler des nanoparticules. Donc, je vais vous en parler. Puis, en plus, ça se retrouve dans les produits cosmétiques et dans les textiles. Donc, ça reste un petit peu dans nos sujets du jour. Mais en fait, vous allez voir, ça se retrouve absolument partout. Donc, les nanoparticules,
Pour essayer de faire simple, c'est un sujet que j'adore, mais enfin, qui est quand même une grosse catastrophe aussi pour la population, je trouve. Les nanoparticules, ce sont des molécules qui sont inférieures à 100 nanomètres, donc c'est peut-être un peu compliqué parfois de se rendre compte de ce que ça fait. C'est comme une fourmi pour la taille de la Terre, à peu près, en termes d'ordre de grandeur pour un être humain. Donc, on ne les voit pas à l'œil nu et on ne sait pas où est-ce qu'elles sont, puisqu'elles sont bien cachées. Elles ont des propriétés particulières, ces molécules-là, du fait de leur taille. Justement, quand on prend une molécule standard, elle va avoir un certain comportement, et quand on la prend sous sa forme nanoparticulaire, elle a un autre comportement qui lui donne des propriétés que les industriels ont trouvées ô combien intéressantes, et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Et donc, ils ont décidé d'en mettre absolument partout. La problématique, c'est qu'il y a une méconnaissance aujourd'hui des conséquences sanitaires et environnementales liées à l'utilisation de ces nanoparticules. On ne sait pas encore vraiment ce qu'il en est. Il y a peu d'études qui ont été menées, parce que peu d'études qui ont été financées pour pouvoir un peu analyser, on va dire, leur comportement et se dire est-ce que vraiment on n'encourt aucun risque ou pas à utiliser ces molécules. Il y a quand même des recherches qui sont menées et on se rend compte, qu'il y a un risque souvent cancérigène, neurotoxique ou perturbateurs endocriniens qui sont très fortement soupçonnés pour certaines molécules, et notamment une molécule qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est le dioxyde de titane sous forme nano. Donc là, on a un certain nombre d'études quand même, avec un faisceau de preuves qu'on a de plus en plus de mal à cacher, parce qu'on se rend bien compte que ces molécules, de par leur taille vraiment minuscule, traversent très très facilement la barrière cutanée, traversent aussi les poumons, ils viennent se loger en fait dans notre organisme et n'en sortent pas, avec parfois du coup des effets délétères sur les cellules. Il y a une association, je vous l'ai mis là, c'est Veille Nano. Alors, l'association, c'est Avicenne, et ils ont un site qui s'appelle Veille Nano. C'est une association qui travaille justement sur la question des nanoparticules. Et donc, c'est une mine d'informations. Si la question vous intéresse un peu plus, vous pouvez aller voir ce qu'ils font. Et notamment, ils font du contre-lobbying au niveau du Parlement européen pour limiter en fait l'utilisation de ces particules tant qu'on n'a pas plus de preuves de leur innocuité. Alors, et comme je vous disais, la problématique de ces particules, c'est qu'elles sont partout et qu'elles passent inaperçues. Donc, où est-ce qu'on peut les retrouver dans nos produits du quotidien? On en retrouve dans les produits cosmétiques. Ce n'est pas forcément la plus grande source, hein, d'ailleurs. Je n'ai pas mis ça dans un ordre d'importance. On les retrouve dans les cosmétiques, donc avec les filtres UV, hein, les filtres solaires, donc qu'on retrouve dans les produits solaires, mais aussi dans tous les produits qui ne sont pas des produits solaires, mais qui ont un facteur de protection solaire, parce que du coup, on met des filtres dans ces produits-là aussi. On en retrouve dans le maquillage avec certains pigments qui peuvent être sous forme nanoparticulaire. On les retrouve aussi dans les crèmes réparatrices. Alors ça me gêne un petit peu plus, mais souvent l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane sous forme nano, on peut les retrouver dans les fameuses Cicalfate et autres marques qui ne me viennent pas à l'esprit. Mais enfin, toutes ces crèmes à l'oxyde de zinc et au dioxyde de titane, on peut se poser la question de est-ce que ces molécules-là ne seraient pas sous forme de nanoparticules? Et quand des tests sont faits par les associations de consommateurs, on se rend compte que même quand ce n'est pas précisé, parce que c'est censé l'être d'après la réglementation, même quand ce n'est pas précisé, malheureusement, souvent, on a une fraction une plus ou moins grosse partie de ces molécules qui sont sous forme nano. On le retrouve aussi dans les médicaments et surtout le nanodioxyde de titane qui est très utilisé dans les médicaments parce qu'il est tout blanc, parce qu'il rend brillant, parce que du coup, voilà, c'est plutôt de la fioriture qu'autre chose. Il n'a pas un intérêt en général pour le médicament en lui-même. On les retrouve aussi beaucoup dans l'alimentation. Donc, par exemple, on met de la nanosilice en tant qu'anti-agglomérant dans tout ce qui va être sous forme de poudre. Donc, on en trouve, je ne sais pas moi, dans le cacao, on en trouve dans le sel de table, on en trouve de la nanosilice, on en trouve vraiment quasiment toutes les poudres qui sont vendues et ce n'est pas précisé. Donc, ce n'est pas un ingrédient qui est forcément précisé dans la liste des ingrédients de vos produits alimentaires. On retrouve aussi du nano-argent puisqu'il est antibactérien
Et le fameux nanodioxyde de titane, il a été interdit du fait du grand bruit de certaines associations sur la question. Il a été interdit dans l'alimentation en 2020, si j'ai noté ça, mais j'ai un doute. Je pense que c'était ça, je pense que c'était l'année du Covid. Il a été interdit en 2020 dans l'alimentation parce qu'avant, on le trouvait dans les bonbons, on le trouvait un peu partout pour justement ce côté... il donnait un côté brillant et un côté lisse aux bonbons, donc il était très, très intéressant pour les industriels. On en trouve aussi, donc, comme je vous disais, dans les vêtements techniques, avec notamment le nanodioxyde de titane qui est anti-UV. On trouve aussi le nano-argent antibactérien dans les produits dans les vêtements techniques, hein. Donc ça, on adore le nano-argent dans les produits, dans les textiles pour le sport, puisque du coup, ça sent moins mauvais, donc c'est bien. On met du nano-argent dans les chaussettes et dans les vêtements de sport dans lesquels on transpire. On trouve le nano-TiO2 et un petit peu de nano-argent aussi dans les peintures. Donc là, c'est pareil, les peintures, quand elles sont inhalées, c'est vraiment pas l'idéal. Donc on évite de les appliquer enceintes, mais on évite aussi de les appliquer avec les fameux pistolets à peinture qui, en fait, projettent beaucoup plus de particules dans l'air que si on est au rouleau. Et en fait, on en trouve vraiment partout. On en trouve dans tout l'électroménager aujourd'hui, puisque du coup, on va trouver du nano-cuivre et du nano-argent dans le clavier d'ordinateur, je sens les bonnes nouvelles, là. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de tout ça, mais la première fois qu'on m'a expliqué tout ça, je me suis dit quand même qu'on était bien pollué. On trouve donc du nano-argent dans l'électroménager pour éviter tout simplement, en fait, la déposition de bactéries et le développement de bactéries. Voilà, je sais pas, on en trouve dans les bouilloires, les téléphones portables, enfin sur les téléphones portables, on en trouve un peu partout. On en trouve aussi dans les masques, ça a fait beaucoup parler, c'est pour ça que je l'ai mis là. On en trouve dans les pansements, beaucoup de nano-argent dans les pansements, puisqu'on met ça en avant aussi comme étant quelque chose d'intéressant, mais on pourrait vraiment se poser la question de l'intérêt réel d'avoir un pansement antibactérien quand on est simplement sur un pansement qu'on va se mettre pour un peu la bobologie du quotidien, hein, sur un enfant. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et puis dans les masques, en fait, ça a fait beaucoup parler, puisque du coup, beaucoup d'industriels se sont dit que c'était vraiment bien de vendre des masques antibactériens. Donc, ils traitent leurs masques avec des zéolithes qui sont souvent sous forme nano aussi, zéolithes de cuivre, zéolithes d'argent, nano-argent, qui les rendent antibactériens, mais qui ne présentent absolument aucun intérêt pour filtrer et protéger, en fait, l'utilisateur des virus et bactéries qui proviendraient de l'extérieur. On est plutôt sur un risque qui est plus élevé du fait de l'inhalation de ces substances au fur et à mesure de la journée et pendant parfois plusieurs jours. Alors, à la fois sur la question des nanos... Ah oui, alors je reviens un petit peu en arrière pour faire ma petite conclusion sur les nanos. Malheureusement, on ne peut pas vraiment les éviter. C'est un petit peu compliqué parce qu'on ne sait pas forcément où est-ce qu'on les rencontre. Ils ne sont pas bien réglementés aujourd'hui. Ça commence un petit peu à bouger au niveau du Parlement européen aussi sur ces questions-là, et on essaye d'aller avec les associations à plus de clarté et plus de transparence sur leur utilisation. Le problème, c'est qu'on fait face à des très forts lobbies qui n'ont absolument pas envie que la question bouge sur les nanoparticules, puisque je pense que voilà, le risque en face est peut-être... on risque d'avoir des résultats de recherche qui ne vont pas dans le sens des industriels, donc c'est un petit peu compliqué. C'est toujours autorisé c'est pas que c'est autorisé en bio, mais parfois ça l'est, parfois ça ne l'est pas, mais en tout cas, comme c'est rarement transparent, c'est dur de savoir où est-ce qu'il y en a, et même pour le bio, typiquement dans les produits cosmétiques, on a encore le droit d'avoir une petite part de dioxyde de titane sous forme nano qui reste toléré dans un produit cosmétique bio, alors que ça ne devrait pas, en fait, mais c'est difficile de le suivre. C'est difficile aussi parce qu'on a une méconnaissance de ces molécules, parce qu'il en existe beaucoup, il n'en existe pas qu'une. D'ailleurs, il n'y a pas un dioxyde de titane nano, il y a des dioxydes de titane
nano, puisqu'en fait, ils peuvent être sous différentes formes, et selon leur forme, ils ne vont pas réagir de la même manière, donc ils ne vont pas avoir les mêmes conséquences. Donc, il faudrait en faire une analyse vraiment très, très poussée. Donc, c'est difficile, et on se rend compte que les dioxydes de titane sous forme nano n'ont pas le même comportement. Donc, on manque vraiment aujourd'hui d'informations, on manque de recul. Mais voilà, c'est parfois difficile de quand même s'en passer complètement. Et dans l'alimentation, alors sur la question du nanodioxyde de titane qui a été interdit dans l'alimentation, on peut aussi se poser la question de pourquoi est-ce que c'est toujours pas interdit dans les produits cosmétiques qui risquent d'être ingérés, comme par exemple dans le dentifrice ou dans les produits lèvres. Pourquoi est-ce que c'est toujours pas interdit non plus dans les médicaments, alors que pour certains, ça va être dans des médicaments qu'ils vont prendre tous les jours pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois de leur vie. Surtout quand c'est là juste pour rendre plus blanc ou plus brillant le petit cachet, enfin, un petit peu gêné quand même par cette utilisation. Et dans l'alimentation, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est des ingrédients qui ne sont pas indiqués. En fait, on n'est pas sur des additifs qui sont forcément indiqués dans la liste des ingrédients. Donc, il y a un petit peu, on va dire, de tricherie au niveau des industriels sur ces questions-là. Alors, pour parler des fameux produits solaires, parce qu'en général, quand je parle des cosmétiques et que je ne parle pas des produits solaires, j'ai la question qui arrive derrière. Donc, je me suis dit que j'allais faire quand même une petite slide sur les produits solaires. Alors, les crèmes solaires, alors, on est sur des produits cosmétiques et très rarement, on peut être sur des dispositifs médicaux, mais du coup, ils ne vont pas du tout répondre à la même réglementation. Ils ne sont pas du tout soumis à la réglementation cosmétique. Donc là, je parle de ceux qui sont cosmétiques et qu'on n'a pas besoin de se faire prescrire, qu'on peut aller acheter n'importe où, en pharmacie, en parapharmacie ou en supermarché, peu importe. Donc, une crème solaire, ça contient des filtres chimiques qui peuvent être sous forme nano. Ils sont censés être précisés dans un produit cosmétique. Quand l'ingrédient est sous forme nano, on est censé avoir l'indication nano entre crochets juste à côté de l'ingrédient. C'est rarement le cas. Ils ne jouent pas très bien le jeu non plus à ce niveau-là. Et on a aussi les filtres minéraux qui sont souvent nano, donc notamment le dioxyde de titane ou l'oxyde de zinc, qui vont souvent être utilisés sous forme nano parce qu'ils sont plus performants sous cette forme-là en tant que filtre UV. Ça, c'est pour les crèmes solaires. Et l'autre problématique, c'est les fameux vêtements anti-UV qui, en fait, intègrent dans leurs fibres des nanoparticules de TiO2, de dioxyde de titane. Et là aussi, on est en train de se poser un petit peu la question du risque en fait, sanitaire et environnemental quand on porte un vêtement anti-UV. Alors, si c'est une semaine dans l'année à la plage, bon, peut-être que c'est pas forcément très, très grave, très dérangeant, mais quand c'est je sais pas, un t-shirt anti-UV qui va être porté pendant 2 mois l'été, avec la transpiration, le frottement aussi du corps, en fait, du tissu sur le corps, au niveau des aisselles ou au niveau de la poitrine, on se pose un petit peu la question aujourd'hui du passage en fait de ces nanoparticules au niveau transcutané en fait. On se pose la question, et notamment, il y a des recherches qui ont été menées sur les vêtements techniques qui contiennent des nanoparticules de dioxyde de titane et d'argent chez les enfants qui pratiquent beaucoup de sport, et on voit parfois des comportements de type perturbateurs endocriniens potentiellement liés à l'utilisation de ces produits-là, avec des petits garçons qui ont de la poitrine ou ce genre de problématiques qu'on peut rencontrer et qu'on sait être liées à une exposition aux perturbateurs endocriniens. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça vient d'autre chose? C'est toujours difficile de savoir, mais en tout cas, on se pose la question de plus en plus par rapport à ces vêtements-là. Et enfin, mais en fait, quand on les lave tout simplement ou quand on les porte et qu'on va se baigner, ça se retrouve dans l'environnement. Et d'ailleurs, un vêtement traité anti-UV avec du nanodioxyde de titane perd de son efficacité au fur et à mesure des lavages. Donc, on se doute bien que ça veut dire qu'à un moment, il perd ses nanoparticules. Alors ça non plus, c'est pas précisé. Quand vous achetez un vêtement anti-UV, vous ne savez pas en fait que c'est traité aux nanoparticules de dioxyde de titane. Ce n'est absolument pas précisé. Et d'ailleurs, c'est compatible avec le label Ecotex. Donc voilà, c'est un peu les limites aussi de ce label peut-être, mais la question se pose après. Est-ce qu'il y a vraiment des solutions? Alors pour moi, oui. En tout cas, pour les bébés, clairement, il y en a.
La vraie et seule chose à faire sur se protéger du soleil, en fait, c'est déjà les solutions physiques, donc pas d'exposition aux heures de fort ensoleillement, rester à l'ombre ou rester même à l'intérieur. Et puis, chapeau, lunettes, vêtements amples et couvrants, ça a toujours très bien fonctionné. Donc, il faut peut-être aussi se dire que faire la sardine sur la plage, c'est sympa, mais c'est peut-être pas l'idéal quand on est enceinte et c'est peut-être pas l'idéal pour un bébé non plus. On travaille beaucoup avec des crèches qui nous demandent « mais qu'est-ce que je peux mettre comme crème solaire? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme crème solaire pour les bébés qu'on accueille ?» Alors déjà, un bébé, tant qu'il ne sait pas marcher et tant qu'il est en capacité de rester assis tranquillement à l'ombre, on n'est pas censé lui mettre de crème solaire, c'est pas nécessaire, on peut très bien le maintenir à l'ombre et il peut très bien avoir un petit peu de soleil aux heures où le soleil tape le moins. Donc pas de crème solaire. Clairement, pas de crème solaire pour un bébé de moins de 6 mois. Le bébé de moins de 6 mois n'a pas à être exposé, tout simplement, en fait. Donc, il n'y a pas besoin de lui mettre de la crème solaire. Et si on peut aller même jusqu'à plus tard, c'est encore mieux. Pas de crème sur une peau abîmée, donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais une peau qui est fraîchement rasée, fraîchement épilée, avec un coup de soleil aussi, un ancien coup de soleil, beaucoup d'acné, de l'eczéma. En fait, quand vous appliquez une crème solaire sur une peau qui est lésée, encore une fois, c'est la porte ouverte au passage des ingrédients contenus dans ce produit. Et enfin, de privilégier les produits liquides ou en stick et d'éviter les sprays, et là, encore plus pour les produits solaires, puisque vous allez inhaler le produit, et la plupart des crèmes solaires aujourd'hui contiennent du dioxyde de titane. Il est potentiellement sous forme nano, que la crème soit bio ou pas bio. Et on sait aujourd'hui que le nanodioxyde de titane, quand il est inhalé, il présente un risque cancérigène. Donc, si on peut éviter le format spray, ou en tout cas ne pas sprayer sur le visage de son enfant alors qu'on est en bord de mer et qu'il y a du vent, c'est mieux. On spraye dans le creux de sa main ou on applique un produit liquide ou sous forme de crème. On évite quand même comme ça, on limite notre exposition et l'exposition de l'enfant à ces substances-là. Et j'ai marqué en petite conclusion, la meilleure des protections reste la non-exposition. Pour ce qui est du soleil, en tout cas, c'est clairement ce qu'il faut se dire. Et je me permets quand même de rajouter que le soleil n'est pas que néfaste et qu'une petite exposition tous les jours à des heures où le soleil ne tape pas le plus fort, c'est pas forcément négatif. Et il faut se méfier des fausses solutions que peut présenter en fait la crème solaire, parce qu'on va avoir tendance à cacher finalement l'exposition aux UV, sachant qu'une crème solaire ne filtre absolument pas 100% des UV et surtout pas 100% des UVA, des UVB. Donc voilà, on sait qu'on est quand même exposé finalement et on va avoir tendance à se surexposer en se croyant plus protégé avec cette crème solaire. Alors qu'en réalité, en général, on n'en met pas suffisamment, on ne l'applique pas forcément très bien. Et en plus de ça, comme ça ne filtre pas 100%, on est quand même exposé. Donc voilà, finalement, peut-être se poser la question de si j'ai un coup de soleil, c'est que ma peau dit stop, c'est que j'ai été trop au soleil. Et c'est aussi un signe, en fait, le coup de soleil, c'est aussi un message de notre corps qui nous dit on a été trop loin. Donc l'idéal, c'est quand même de l'éviter avec voilà, les solutions ombre aux heures de fort ensoleillement et sinon les solutions physiques. Merci beaucoup, Elénie. Voilà. Là, ça y est, vous arrivez à la fin. Ça y est, j'ai fini. Vous êtes parfaite dans le timing, c'est Parfait. génial. Donc, effectivement, tout au long de votre présentation, on a eu quelques questions. Donc, je laisse Sandra, qui les a relevées au fur et à mesure, vous les poser. Alors, il y a eu des questions sur le liniment et au calcaire. Plusieurs ont donc échangé. On a eu des petites questions. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que on le met sur des peaux abîmées? Bon, vous lui avez répondu, bien sûr, mais il y a aussi la question de est-ce qu'on le rince du coup le liniment? Voilà. Si on en met, est-ce qu'on le rince après? Donc, je vous pose la question. Alors, moi, encore une fois, le liniment, c'est un corps gras, donc de l'huile avec de l'eau de chaux, ce qui permet d'avoir un pH en fait alcalin. L'intérêt en fait du liniment, c'est vraiment
d'aider à décrocher les selles parce qu'il y a le corps gras qui aide à décrocher les selles et que parfois, quand on est simplement avec un coton et de l'eau ou un gant de toilette et de l'eau, alors sur certains bébés, ça pose absolument pas de problème. Sur d'autres, au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure des semaines, on se rend compte que finalement, l'eau dessèche. Donc, à force d'utiliser de l'eau, on irrite un peu plus, puis on doit frotter un peu plus fort parfois. Donc, voilà, l'idée du liniment, c'est vraiment à la fois d'avoir ce corps gras qui permet de décrocher plus facilement les selles, qui permet aussi de déposer un film gras qui va apporter une petite protection finalement à la peau contre les agressions de l'urine et des selles et des frottements de la couche. Le pH alcalin qui permet aussi de contrebalancer avec l'acidité qu'on peut avoir dans les selles. Finalement, c'est pas forcément nécessaire. C'est plutôt que si on a envie, parce qu'on trouve ça agréable de l'utiliser et que bébé le supporte bien, pourquoi pas si ça permet d'aider. En revanche, ça ne lave pas, donc ça on est bien d'accord, donc ça n'empêche pas de laver les fesses du bébé au moins une fois par jour à l'eau et au savon ou en cas de gros caca débordant, hein, donc parfois il y a besoin. Et puis il ne faut pas le mettre sur une peau abîmée puisque ça peut brûler un peu plus en fait, ça va juste empirer la situation. Voilà. Après ça c'est mon avis, je sais que les avis divergent sur le liniment, mais... on vous a fait intervenir, donc vous donnez effectivement votre avis. On est plutôt d'accord avec vous. Ensuite, il y a une question sur le phénoxyéthanol. Est-ce qu'il n'y avait pas une obligation d'inscription donc, sur les produits pour les enfants donc moins de 3 ans, par exemple les lingettes? Alors, il y en a eu une de la part de l'ANSES qui a imposé ça pour la France, donc aux fabricants et importateurs de produits cosmétiques en France. Mais le comité scientifique de sécurité du consommateur européen a décidé que ça allait à l'encontre de la réglementation européenne et qu'aujourd'hui, il n'y avait pas d'études suffisantes, selon lui, qui pourrait justement aller dans ce sens. Donc, en fait, comme c'est la réglementation européenne qui prime, c'est la réglementation européenne qui est passée. Donc, l'ANSES a été obligé de faire machine arrière là-dessus. Donc, non, il n'y a plus d'obligation et c'est pas resté très longtemps. Moi, je me dis juste que si l'ANSES, qui a du mal parfois à faire passer un certain nombre d'informations, a pris cette décision, voilà, la question se pose réellement de l'innocuité du phénoxyéthanol dans les produits pour bébés et notamment les produits non rincés. Ouais. Ok. Une autre question donc, sur les huiles végétales pour nourrir la peau des bébés. La personne donc, disait que les huiles avaient tendance à assécher la peau et que du coup les crèmes hydratantes à base d'eau et d'huile du coup hydrataient aussi. Donc est-ce qu'on est plus huile Enfin voilà, c'était... Alors, moi, je ne suis pas forcément fondamentalement contre la crème hydratante. Je dis juste qu'une crème hydratante avec 20-25 ingrédients, dont des ingrédients parfois controversés, dont des parfums, ce n'est pas nécessaire. Après, c'est vrai que l'intérêt de l'émulsion, donc du mélange eau-huile, c'est quand même d'apporter une hydratation et la protection du corps gras en plus. Donc, ça peut être intéressant, mais alors à condition d'aller vers un produit ultra simple où il n'y a quasiment rien dedans, pas de parfum, si possible avec un label parmi ceux que j'ai montré tout à l'heure, hein, donc Cosmos, Nature et Progrès, enfin voilà, pourquoi pas en fait. Après, que l'huile dessèche, enfin, j'ai jamais trouvé que l'huile desséchait. Après, l'huile n'hydrate pas. L'huile nourrit et permet d'éviter la déshydratation, la perte insensible en eau en fait de la peau, mais l'huile n'hydrate pas, c'est vrai. On est bien d'accord. Ok. Très bien. Ensuite, il y a eu des questions sur les couches. Une personne a fait référence à des tableaux comparatifs Oui. donc, transmis par UFC que choisir. Est-ce que du coup, c'était un tableau auquel elle pouvait se reporter? Et toujours sur les couches, est-ce que vous avez des retours sur les petits culottés? Alors, juste sur la question des marques, j'aime pas trop citer de marques, ni en bien ni en mal. Déjà parce que je les connais pas forcément, je travaille pas avec les marques et du coup je ne sais pas ce qui se cache, alors, surtout au niveau des couches, hein, parce que au niveau des produits cosmétiques, quelque part, on a quand même la liste des ingrédients, donc on a quand même un certain nombre d'informations.
on peut se permettre de juger au moins sur une base existante. Sur les couches, on ne sait rien, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et pourquoi on ne peut même pas aller vers ces tableaux comparatifs de l'UFC Que Choisir ou de 60 millions de consommateurs? Tout simplement parce que d'un lot à l'autre, ça diffère complètement. Donc sur une même marque et sur une même gamme d'une même marque, on peut avoir un lot avec des résidus de HAP, là, de pétrole par exemple, ou des résidus plastiques que l'autre lot ne va pas avoir parce que quand on fabrique, on utilise des colles, on chauffe, on utilise des matières premières qui ne sont pas toujours les mêmes et d'un lot à l'autre, ça change complètement. Et alors, rien que pour ça, on sait très bien que ces tableaux, excusez-moi, c'était façon de parler, on sait que ces tableaux ne sont pas fiables dans le sens où d'une année sur l'autre, on n'a pas les mêmes résultats pour une même marque et pour une même gamme de produits. Donc, moi, je suis gênée de dire que oui ou non. Je pense que pour les couches, aujourd'hui, on fait avec ce qu'on a. Et ce qu'on a, c'est éventuellement des labels, éventuellement plus de transparence de la part de certaines marques. Mais en aucun cas, aujourd'hui, on pourrait se dire qu'on peut y aller les yeux fermés. Voilà. Je pense que ça reste une source d'exposition. Enfin, voilà, faut pas rester un tableau et se figer là-dessus. Il faut effectivement toujours un peu se remettre au goût du jour, quoi. Et pareil pour les applications, quels cosmétiques, Yuka et compagnie. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait partie des questions. Moi, je suis pas contre, je m'en doutais. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je me doutais que je l'aurais comme question. Je suis pas contre. Après, elles se valent pas toutes. Et il y en a qui sont plus exigeantes que d'autres. Je suis assez déçue de celle de Que Choisir. Je trouve que sur certains sujets, ils ont une position très affirmée et quand ils ont sorti Quel Cosmétique, donc leur application, je la trouve très légère. Ils vont sur les matières qui font vraiment consensus. Voilà, ils ont pris une liste avec je ne sais pas combien d'ingrédients, mais il n'y en a pas tant que ça. Ils se sont dit, ceux-là, on les met en rouge et puis comme ça, tout le monde est d'accord de toute façon. Donc, on ne viendra pas nous taper dessus. Si vous prenez Inky Beauty, INCI Beauty, par exemple, moi, je les trouve beaucoup plus exigeants dans leur notation. Après, il faut se méfier aussi de la notation, parce que parfois, vous pouvez avoir une bonne note avec simplement un ingrédient en rouge qui va faire baisser un petit peu la note, mais pas tant que ça, alors que cet ingrédient, on n'a pas envie de l'avoir dans notre produit. Donc, OK, pourquoi pas, ça peut donner une indication, mais c'est plus une aide finalement, et ça n'empêche pas dans ce cas-là d'aller regarder est-ce qu'il n'y a que des points verts et un ou deux points orange, et qu'est-ce que c'est ces points oranges, qu'est-ce que c'est ce point rouge, est-ce que c'est voilà. Très bien. Il y avait une question sur les dentifrices avec le dioxyde de titane. Voilà, c'était quand vous avez abordé cette thématique, du coup. C'est quoi la question exactement? Savoir, du coup, en fait, il fallait resensibiliser les personnes justement à ces dentifrices. Et enfin voilà, c'était pour compléter votre intervention, je pense. D'accord. Alors la question, dentifrice, oui, pardon. Bon. Non, c'était ça, c'était pour vous dire, voilà, que dire des dentifrices à base de dioxyde de titane? Alors, sur un jeune enfant qui commence à utiliser un dentifrice, par exemple, déjà, moi, je suis plutôt pour commencer par utiliser une brosse à dents juste avec de l'eau pour qu'il y ait une prise en main, qu'il soit capable de... Tant qu'un enfant ne sait pas cracher correctement son dentifrice, on ne devrait pas lui donner de dentifrice, en fait. Un dentifrice, aujourd'hui, et puis c'est quoi un dentifrice? C'est une pâte avec, du coup, de l'eau, avec parfois un peu de glycérine voilà, histoire des agents gélifiants qui vont permettre d'avoir justement ce côté un peu de gel, de pâte dentifrice, des agents tensioactifs qui vont permettre de laver, de nettoyer, mais en fait, c'est comme du savon, quelque part. C'est les mêmes qu'on retrouve dans les gels douche, ces tensioactifs-là. Et après, ça va être des colorants, des conservateurs, des arômes, pour donner du goût, du peps, parce que voilà, c'est sympa, on va mettre des paillettes. Et puis, donc, quelque part, je me dis, quel est l'intérêt en fait de ce dentifrice, surtout sur un petit enfant? Alors, il peut y avoir le fluor après qui arrive. Alors là aussi, je sais que c'est très controversé, mais en tout cas, si on ne parle pas juste du fluor, mais sur le reste, si c'est juste pour nettoyer dedans, pour moi, on peut au début se passer complètement de dentifrice tant que l'enfant ne sait pas cracher, en fait. Alors là, je vois, il y a une question, parce qu'en même temps, il y a le chat et en même temps, il y a les questions-réponses. On l'avait bien dit. Du coup, je voyais dans le chat, quelqu'un avait parlé du Dexeril avec la paraffine, Vaseline. Qu'en pensez-vous? La biafine avec parfum, est-ce bien? Alors, la Dexeril, pour moi, c'est un peu la grosse cata.
C'est vraiment une crème. Alors, je sais que c'est une crème qui est très appréciée du milieu médical, qui est très, très souvent prescrite, qui fonctionne très bien quand on a de l'eczéma. Je sais que, enfin, pour éviter les crises, hein, ça fonctionne très bien. Parce qu'en fait, tout ce qui va être paraffine, vaseline, toutes ces huiles minérales, donc pétrochimiques, en fait, c'est des huiles qui apportent. Donc, c'est pas des huiles naturelles, enfin, végétales, pardon. C'est des huiles qui déposent un film plastifié en fait à la surface de la peau et qui du coup empêche sa déshydratation. Mais elle l'empêche aussi de respirer, donc elle l'empêche aussi de transpirer, elle l'empêche de vivre sa vie de peau naturelle. Et en fait, ça a tendance d'ailleurs, au fur et à mesure des utilisations, à endormir un peu la peau et à ne plus la stimuler pour qu'elle soit elle-même capable de se défendre face aux agressions extérieures. Donc, moi, voilà, sur tout ce qui va être huile minérale comme ça, pétrochimique, donc paraffine, vaseline, pétrolatum, paraffinum liquidum, tout ça, tous ces noms-là qu'on peut trouver. Clairement, moi, je suis contre. Au-delà de l'aspect environnemental, je suis aussi contre pour leur intérêt limité finalement dans le temps. Voilà. Après, je sais, c'est prescrit, donc c'est facile de pouvoir le mettre. D'ailleurs, je me demande si elle est passée dispositif médical, la Dexéril, Oui, il me alors qu'elle semble, était oui, les médecins médicament le prescrivent, oui, c'est ça aussi. Il y a tout le côté voilà, des remboursé prescripteurs. ou plus. Je ne sais même pas si elle est toujours remboursée. Enfin, je ne sais pas. Il, Il y a eu il me un semble. changement Il y a récent. Ah, quelqu'un qui met dans les questions-réponses apparemment qu'il y a une histoire de remboursement. Voilà. Bon. Et du coup, au niveau huile végétale, est-ce qu'il y a des huiles plus allergisantes que d'autres? alors, par exemple, l'histoire sur l'huile d'amande douce, moi, je n'ai aucune information concrète comme quoi elle serait allergisante ou comme quoi il y aurait des allergies reconnues. Alors après, je modère mes propos. Tout le monde peut être allergique à n'importe quoi, hein, ou peut devenir allergique à n'importe quoi. Non, mais parce qu'après, on va me dire que j'ai dit ce que j'ai Oui, pas. non, non, c'est vrai. Voilà, on n'est pas à l'abri à un moment donné de faire une allergie à quelque chose, même si on ne l'était pas avant ou même si personne ne l'est, on peut très bien nous-mêmes devenir allergique ou faire une allergie. Mais pour, on va dire, la plupart de la population, on n'a pas d'allergie connue à l'huile d'amande douce plus qu'à une autre huile. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui ne veulent pas préconiser l'huile d'amande douce, même pour les massages bébés ou comme première huile un peu sur un bébé. Alors que la plupart des produits cosmétiques que vous pouvez utiliser pour les bébés contiennent de l'huile d'amande douce. Et vous ne le savez pas et vous y faites même pas attention. Donc voilà, je me dis juste que c'est pas. Aujourd'hui, j'ai pas d'informations concrètes, j'ai pas d'études qui me diraient qu'il faut éviter l'huile d'amande douce. Bien au contraire, elle a toujours été utilisée et on a plutôt un bon recul sur cette huile. Après, c'est pas forcément la plus agréable à utiliser non plus. Moi, j'aime beaucoup l'huile de coco. Je trouve elle est sympa. Après, elle vient de loin. Donc, voilà, on peut se poser aussi la question. Mais c'est une huile qui est antibactérienne naturellement aussi. C'est une huile qui est assez sèche au toucher et qui se prête bien quand même. Alors, pas au massage pour le coup, mais plutôt à une application où on peut rhabiller bébé rapidement derrière. On peut la mettre sur les parties génitales sans que ça pose problème. On peut la manger sans que ça pose problème. On peut la mettre dans la bouche. Donc, on peut la mettre pour hydrater les lèvres aussi quand il fait très sec. Voilà. Moi, j'aime bien l'huile de coco, le beurre de karité. Mais après, ce que je vous disais aussi, c'était de voir avec la maman. Donc, selon aussi les cultures, hein. Parfois, on a des mamans qui ont l'habitude d'utiliser telle ou telle huile parce que c'est dans leur culture. Si elles ont l'habitude et que ça se passe très bien pour elles et qu'en plus elles l'ont utilisé potentiellement enceinte sur leur peau ou alors qu'elles allaitaient, en général, c'est pas là où le bébé va faire une allergie en fait. On est plutôt voilà. Mais après, j'ai pas de préconisation particulière, hein, mais l'huile de colza, l'huile de tournesol, si on a envie pour faire un massage. Après, peut-être aussi varier. Enfin, ne pas toujours rester sur le même produit, ça peut être intéressant aussi. Et faire attention, oui, si la peau est abîmée, ça, je pense que vous l'avez bien dit. Une dernière réflexion, puisque je pense qu'on pourrait rester des heures ensemble, mais le maître du temps va nous dire stop bientôt. C'était une réflexion autour donc, des vêtements anti-UV. Une personne donc, a mis dans le chat que l'Institut Gustave Roussy préconisait ces vêtements dès l'apparition du soleil, en plus en cas de mélanome guéri. Que faut-il faire? Bon, ben, là, bon. Moi, pourquoi? En fait, alors après, il faut quand même savoir différencier le cas
bébé tout le monde et monsieur et madame tout le monde, d'un cas particulier avec un cancer de la peau, donc en plus où on a vraiment besoin de se protéger spécifiquement. Voilà, je pense qu'il y a des cas particuliers où on est dans l'histoire de la balance bénéfice-risque qui, pour moi, n'a pas lieu d'être sur un produit cosmétique, n'a pas lieu d'être pour tout un chacun sur un produit pour se protéger du soleil. En fait, alors, j'ai un autre problème aussi sur les produits solaires aujourd'hui, mais là je reviens plutôt sur les crèmes, c'est qu'on n'a pas de preuve non plus que l'utilisation d'une crème solaire permet d'éviter le cancer de la peau. Hein. On n'a aucune information aujourd'hui, on n'a aucune recherche qui montre que l'utilisation d'une crème solaire évite le mélanome. Donc, on l'utilise plutôt. Et d'ailleurs, la plupart des dermatologues aujourd'hui ne préconisent pas forcément l'utilisation de la crème solaire comme étant la solution parfaite pour se protéger du soleil. Donc, voilà, on est plutôt sur encore une fois, un gros lobby cosmétique. Et, voilà. Mais il y a des cas particuliers, c'est toujours pareil. Oui, ok, bon, mais merci beaucoup, Elénie. Merci à vous. Isabelle, je te laisse le mot de la fin. Oui, écoutez, c'était vraiment très, très, très intéressant tout ça et je pense qu'effectivement, il y aura encore plein de questions à se poser. Merci Elénie, merci Sandra et aussi Aminata Niakate qui n'est pas là mais qui a travaillé aussi là-dessus. Vous avez une prochaine date le 13/6 sur l'alimentation, pesticides, additifs et contenants. Encore plein de choses à dire. Donc tout ça, toutes ces infos, je vous les envoie par mail, vous inquiétez pas, vous aurez tous les liens, tout ce que j'ai pu envoyer à présent. Merci à tous, merci à tous les participants d'être venus, d'être avec nous et je vous dis à un prochain webinaire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.